Hello tout le monde, on va continuer avec le chapitre 2 qui est la chimie pour l'envie. Et on va voir les propriétés d'un élément dépendent de la structure de ces atomes, du type d'apprentissage. Donc ça veut dire que l'un fin ouais bagay là, mais qui ça nous capable de faire? OK, il faut nous capable de définir ce qu'est un élément chimique et nommer les quatre principaux éléments qui composent le corps humain, définir ce qu'est un atome, pour tout bas, nous ça dans le philo déjà, mais on va revoir ça, énumérer les particules élémentaires, donner leur masse relative, leur charge, leur position dans l'atome, et préciser quelles particules déterminent le comportement chimique des atomes. Donc, on se rappelle, c'est l'électron, bon, on verra. Définir les termes suivants, numéro atomique, de masse, masse atomique, isotope et radioisotope. Donc, tout le monde prend café parce que des fois, bah, ça, café de dormi. Alors, toute matière est composée de substances fondamentales appelées les éléments. Il est impossible de dégrader les éléments en substances plus simples au moyen de méthodes chimiques ordinaires. Ainsi, l'oxygène, le carbone, l'or, l'argent, le cuivre et le fer sont des éléments bien connus. On connaît actuellement 118 éléments, dont 92 sont présents dans la nature par opposition aux autres qui sont produits artificiellement par une grosse machine que les accélérateurs de particules. Par ailleurs, les plus fréquemment fabriqués, les éléments super lourds ont une durée de vie très brève. Quatre éléments, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, représentent environ 96% de notre masse corporelle. Et notre organisme renferme une vingtaine d'autres, dont plus de la moitié se trouve dans l'état de grâce seulement. Donc, peut-être ça, il faut aller voir le tableau 2.1, qui présente les 26 éléments importants pour le corps. Et puis aller jusqu'à l'appendice E, où vous trouverez un tableau quadrillé d'une forme inhabituelle, qui est le tableau périodique des éléments que nous parlons ensemble, parce que nous voyons ça suffisamment l'école. L'utilité de ce tableau repose sur le fait qu'il regroupe dans une même colonne des éléments ayant des propriétés chimiques et physiques similaires permettant de prédire ainsi avec une relative précision les propriétés de n'importe quel élément en se basant sur sa position dans le tableau périodique. Bon, période. Chaque élément se compose d'un ensemble de particules ou unités de matière plus ou moins identiques appelées atomes. Les atomes les plus petits ont un diamètre de moins de 0,1 nanomètre, ok, dit nm, et la taille des plus gros n'est que 5 fois supérieure à ce nombre, ok, se rappeler que 1 nanomètre, c'est égal à 10 puissance moins 7 centimètres. Les atomes d'un élément diffèrent des atomes de tous les autres éléments. Chaque élément a un atome qui lui est particulier, qui lui est propre, et confère à cet élément des propriétés physiques et chimiques qui le caractérisent. Les propriétés physiques sont celles que nous pouvons détecter par nos sens, comme la couleur, la texture, ou mesurer à l'aide d'instruments comme le point d'ébullition, le point de congélation. Tandis que les propriétés chimiques reflètent la façon dont les atomes interagissent les uns avec les autres en formant des liaisons, par exemple, et permettent d'expliquer pourquoi le fer rouille, l'essence brûle à l'air, les animaux peuvent digérer leurs aliments. Donc, en fait, propriétés physiques. Lorsque l'événement physique arrive, à la fin de l'événement physique, nous avons même corps. Puisque propriété chimique, lorsque l'événement arrive, la réaction chimique, à la fin, on a des corps différents. OK? On distingue chaque élément par un symbole chimique formé d'une ou de deux lettres. Généralement, là où la première de son nom. Par exemple, C représente le carbone, O l'oxygène, Ca le calcium. Dans quelques cas, le symbole chimique vient du nom latin de l'élément. Ainsi, le symbole du sodium, c'est Na du latin natrium. Donc, regardez, regarde le tableau des éléments présents dans le corps. Donc, éléments que nous jouons plus facilement, c'est le fameux chon. Là, vous mettez OCN, mais c'est CHON, le chon. Mais par ordre d'importance, excusez, on a l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. OK, donc l'oxygène, c'est le composant des molécules organiques qui contiennent du carbone inorganique qui ne contiennent pas de carbone. À l'état gazeux, OK, il est essentiel à la production de l'énergie. Le carbone, composant de toutes les molécules organiques, notamment l'électricité.
Ces huiles, des protéines, des acides nucléiques. OK? Donc, carbone, c'est organique. Hydrogène, présent dans toutes les molécules organiques sous forme d'ion, proton, sa concentration détermine le pH des liquides de l'organisme, autrement dit, si le liquide là, s'il est acide ou bien basique, tandis que l'azote est présent dans les protéines et les acides nucléiques. Ça, c'est ce on appelle les éléments majeurs qui représentent 96,1%. Mais on a des éléments mineurs tels que le calcium, le phosphore, le potassium, le soufre, le chlore, le magnésium, l'iode et le fer. Et bien que yo petit, en petite quantité, ils sont tout aussi importants. Ainsi, le calcium, présent sous forme de sel dans les os, les dents, sous forme de calcium, il est nécessaire aux contractions musculaires, bien que nous n'avons pas besoin d'en pile, hein. Mais si vous avez des problèmes, si vous n'avez pas suffisamment de calcium, nous ne pouvons pas faire contraction musculaire. Et il y a un muscle qui est bien important, c'est le cœur. OK? Il permet de faire la transmission du potentiel d'action. On va voir ça, c'est les nerfs marches et la coagulation du sang. Sans calcium, sans pacaille. Le phosphore, OK? Il est aussi présent dans les os et les dents. On l'oublie souvent. OK? Le potassium, ouais. C'est 0,4, mais malgré tout, c'est l'ion positif le plus abondant dans les cellules, nécessaire à la propagation du potentiel d'action et de la contraction musculaire. Donc, sans produit ça, nous ne pouvons pas bouger. Le souffle, OK, présent dans les protéines, notamment les protéines musculaires. Le sodium est aussi un ion positif qui est très important, OK, pour l'équilibre hydrique, la conduction des potentiels d'action et la contraction musculaire. À la base, il y a pour contraction musculaire, on a le chlore, le magnésium présent dans les os, est un cofacteur important de nombreuses réactions chimiques, l'iode, essentiel à la production, et le fer, on sait qu'on a besoin du fer pour l'hémoglobine, sinon, on va pas aimer. Bon. Ensuite, ça, on gagne moins de 0,01%, ce sont les oligo-éléments. OK? Ils sont appelés oligo-éléments parce qu'ils sont nécessaires en de très petites quantités sous leur forme ionique. Plusieurs entrent dans la composition d'enzymes ou sont indispensables à leur activation. Bon. Donc, c'est pas parce que on bagaille. C'est pas parce que un élément, OK, il est mineur, qui n'est pas important. On désigne chaque, bon, on a vu ça déjà. On continue. Maintenant, on va voir la structure de l'atome. On va continuer sur mon gel. Donc, le mot atome vient du mot grec signifiant indivisible, parce que de mot craser atome, là, on va gagner les membres. On sait aujourd'hui que les atomes sont eux-mêmes constitués de particules encore plus petites appelées les protons, les neutrons et les électrons, et que ces particules subatomiques peuvent être elles-mêmes scindées à l'aide d'appareils très perfectionnés. Mais l'ancienne notion d'indivisibilité de l'atome est toujours pertinente puisque l'atome perd les propriétés des éléments correspondants si on la sépare les constituants. C'est-à-dire que les particules subatomiques et les éléments ou particules élémentaires. Les particules élémentaires diffèrent de par leur masse, leur charge électrique et la position qu'elles occupent dans l'atome. Ainsi, chaque atome possède un noyau central constitué de deux types de nucléons solidement liés les uns aux autres, des protons et les neutrons. Donc, ils sont dans le noyau d'un nucléon, on voit noyau. Ce noyau est entouré d'électrons, par le nuage d'électrons qui tourne en orbite autour de lui. Les protons de charge. Donc, les plus portent une charge électrique positive, les neutrons, il y en a une dans l'autre. Par conséquent, l'ensemble du noyau a une charge globalement positive. Tandis que les protons et les neutrons sont des particules élémentaires lourdes, ils ont à peu près la même masse à laquelle on attribue arbitrairement la valeur de l'unité masse atomique, soit par convention, le douzième de la masse de l'atome de carbone 12. Comme toutes les particules élémentaires lourdes sont regroupées dans le noyau, celui-ci est extraordinairement dense et représente presque toute la masse de l'atome, 99,9%. Par exemple,
L'hydrogène a un proton et un électron, le fer a 26 protons, 26 électrons. Dans chaque atome, le nombre de protons et d'électrons est toujours le même, donc ce qui fait que l'atome est électriquement neutre. Le modèle planétaire, illustré à la figure 2.1 à droite. Ça, et 2.1, deux modèles de structure d'un atome. OK? Donc, on a le modèle planétaire, plus simple, ici. Là. OK? On présente les électrons comme deux petites sphères sur un cercle et qui entoure le noyau. On dit planétaire, par exemple, ça ressemble à la Terre avec sa Lune, ou bien le Soleil avec toutes les planètes qui orbitent autour d'elle. Ensuite, il y a le modèle orbital qui représente les électrons comme un nuage de charge négative. OK? Donc, nous avons les deux et que actuellement, nous parlons de là, 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 voilà ça. Donc, le modèle planétaire, il représente des électrons tournant autour du noyau sur des orbites fixes généralement circulaires. Mais en fait, il est impossible de connaître la position exacte des électrons à un moment donné parce qu'ils se déplacent de façon erratique suivant des trajectoires indéterminées. Donc, le modèle planétaire, il montre électrons. Donc, on côté bon noyau. Par conséquent, au lieu de parler d'orbite bien distincte, les chimistes emploient le terme orbital qui désigne des régions autour du noyau où il y a une forte probabilité de trouver un électron ou une paire d'électrons la plupart du temps. Ce modèle plus récent de la structure atomique est appelé modèle orbital, et plus utile dans ce contexte de prévoir le comportement chimique des atomes. Donc la figure 2.1 représente aussi à gauche le modèle des orbitales dans lequel les régions probables de plus grande densité des électrons sont symbolisées par une couleur plus foncée. Cette partie ombrée porte le nom de nuages électroniques, qui viennent d'électrons. Cependant, dans cet ouvrage, nous décrirons souvent la structure atomique en observant du modèle planétaire parce qu'il est plus simple et permet de mieux visualiser le comportement des électrons lors des réactions chimiques. L'hydrogène, qui ne possède qu'un proton et un électron, est l'atome le plus simple. Pour illustrer la structure spatiale de l'atome hydrogène, imaginons un modèle à l'échelle d'une sphère avec un diamètre égal à la longueur d'un terrain de football. On pourrait alors représenter le noyau par une bille de plomb de la taille d'une boule de gomme placée exactement au sein d'une sphère et l'électron unique par une mouche volant de façon totalement imprévisible à l'intérieur de cette sphère. Bien que cette image ne soit pas tout à fait exacte, vous devriez vous souvenir que la plus grande partie du volume d'un atome est vide et que presque toute sa masse est concentrée dans le noyau qui se trouve au centre. Donc, on avait vu la structure de l'atome. Maintenant, on va voir, c'est 2.2.2, l'identification des éléments. Tous les protons sont identiques, quel que soit l'atome dont ils font partie. Cela est également vrai de tous les neutrons et de tous les électrons. Alors, pourquoi les éléments ont-ils tous des propriétés différentes? Parce que les atomes des différents éléments sont composés d'un nombre différent de protons, de neutrons et d'électrons. Et c'est ce qui détermine la propriété physique, les propriétés physiques et chimiques de chaque élément. Exemple, l'hydrogène, qui est l'atome le plus simple, il le dit, possède un proton, un électron, zéro neutron. L'atome d'hélium est un peu plus gros avec deux protons, deux neutrons et deux électrons en orbite. Puis vient le lithium avec trois protons, quatre neutrons et trois électrons. Et si nous poursuivons cette énumération, nous obtiendrons une série d'atomes possédant de 1 à 118 protons, autant d'électrons et un nombre un peu plus élevé de neutrons. Cependant, pour pouvoir identifier un élément donné, il suffit de connaître son numéro atomique, son nombre de masse et sa masse atomique. Donc, c'est ça, nous parlons, ouais, son numéro atomique, son nombre de masse et sa masse atomique. Ces trois données que nous allons maintenant définir donnent un portrait assez complet de chaque élément. Et ouais, trois bagailles, nous parlons une après l'autre. Donc, numéro atomique d'un atome est égal au nombre de protons de son noyau.
On l'indique par un chiffre placé en indice à gauche du symbole. L'hydrogène qui possède un proton a un numéro atomique de 1. OK? Et on montre ici, ça donne le nombre de protons. L'hélium avec 2 protons a donc un numéro atomique de 2 ici. Et ainsi de suite. Puisque dans un atome, le nombre de protons équivaut toujours au nombre d'électrons, le numéro atomique permet aussi de connaître indirectement le nombre d'électrons de l'élément en question. Comme nous le verrons plus loin, ce détail a son importance, car le comportement chimique des atomes est déterminé par leurs électrons. Donc, on a vu le numéro atomique. Deuxième bagage qui va déterminer la masse, qui va déterminer les éléments. Bac, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? L'identification des électrons. Et nous avons besoin de 3 choses pour identifier les électrons. C'est son nombre de masse, sa masse atomique et son numéro atomique qu'on vient de voir. OK? Numéro atomique. Maintenant, nos nombres de masse et isotopes. Le nombre de masse d'un atome est la somme de la masse de ses nucléons. Et les nucléons, c'est-à-dire les particules qui se trouvent dans le noyau, nucléaire, noyau, ce sont les protons et neutrons. La masse de l'électron est si faible qu'on la néglige. On se rappelle, l'ensemble des nucléons forme 99,9% du. N'oubliez pas que les protons et les neutrons ont une masse de 1 U. Le noyau de l'hydrogène ne contient qu'un proton et aucun neutron. Le numéro atomique et le nombre de masses de cet élément ont donc une valeur de 1. Quant à l'hélium, qui possède 2 protons et 2 neutrons, son nombre de masse est de 4. On indique habituellement le nombre de masse par un chiffre en exposant placé à gauche du symbole chimique. On présente donc l'hélium par 4 en haut, ou 4 nucléons, et 2 en bas. OK? Pour montrer combien de protons qu'il y a. Ce qu'on appelle le numéro atomique. OK? Ensuite, cette notation simple permet de déduire le nombre total de particules élémentaires de chaque type qui sont présentes dans l'atome. En effet, elle précise le nombre de protons, qui est le numéro atomique, et le nombre d'électrons, qui est égal au numéro atomique, et le nombre de neutrons, nombre de masse, moins numéro atomique. Dans notre exemple, si l'on soustrait les deux nombres, on découvre que l'hélium possède 2 neutrons. Donc, nombre de protons, nombre de nucléons. OK? Le nombre de nucléons moins le nombre de protons. OK? Ou plutôt, le nombre de, c'est ça, le nombre de nucléons moins le nombre de protons, ça vous donne le nombre, OK, de neutrons qu'il y a dans l'atome. OK? Et on vous donne la figure de point de vue. Vous connaissez. Donc, masse atomique maintenant. Donc, on a vu le numéro atomique, qui est le nombre de protons, le nombre de masse, qui est la masse, c'est le nombre de nucléons, et maintenant la masse atomique. On pourrait penser que la masse atomique est égale au nombre de masses. Ce serait vrai si la masse atomique était la masse d'atomes rigoureusement identique, mais la masse atomique est la moyenne des masses relatives, nombre de masse de tous les isotopes d'un élément donné en fonction de leur abondance relative dans la nature. D'une façon générale, la masse atomique d'un élément est à peu près égale au nombre de masses de son isotope le plus abondant. Ainsi, la masse atomique de l'hydrogène est de 1,008, ce qui reflète le fait que dans la nature, son isotope le plus léger, hydrogène 1, 2, existe en quantité beaucoup plus grande que les isotopes qui ont 2 ou 3 nucléons. Donc la masse atomique, ok, et ça dépend du nombre d'isotopes que vous avez. L'isotope, c'est quoi? Ce sont tous les, les atomes qui ont exactement le même nombre de protons, mais qui vont différencier entre eux parce qu'ils vont avoir des neutrons, le nombre de neutrons différents. Ok?
Donc, on vous montre figure de point de structure atomique des plus petits atomes, hydrogène, hélium et lithium. OK? Un, 2 et 3 protons. OK? Et là, on vous montre les isotopes de l'hydrogène. Ils ont tous toujours un seul proton, mais ce qui va les différencier, c'est le nombre de neutrons. On continue. Maintenant, on va voir les radioisotopes. Les isotopes les plus lourds d'un élément sont souvent instables et leur atome se décompose spontanément en forme plus stable. Ce processus de désintégration atomique se nomme radioactivité. Donc, radioactivité, c'est le isotope là qui pilou, ok, pral décomposer. Ok? Et les isotopes qui présentent ce comportement sont appelés radioisotopes. On pourrait comparer la désintégration d'un noyau radioactif à une minuscule explosion. Lorsqu'elle se produit, les particules subatomiques, telles que les particules alpha, donc au pipiti par son atome, ok, du groupement 2p et 2n, ou les particules bêta, particules de charge négative semblables à des électrons, ou encore des rayons gamma, énergie électromagnétique, sont éjectés du noyau. OK? Donc, lorsque le noyau va décomposer, il y a petites particules que le produit. Particules alpha, particules bêta, ou encore rayons gamma. Les raisons de ce phénomène sont complexes et dépassent le cadre de cette ouvrage. C'est pas médecine, c'est pas chimie. Retenez simplement que les particules nucléaires denses sont constituées de particules encore plus petites nommées quarks. Les quarks, qui s'associent d'une certaine façon pour former des protons et d'une autre façon pour former des neutrons. La colle qui relie les particules nucléaires est moins efficace dans les isotopes lourds. OK? Lors de la désintégration, l'élément se transforme habituellement en un élément différent. Comme il est possible de détecter la radioactivité à l'aide de la tomographie et que les isotopes radioactifs ont certaines propriétés chimiques en commun avec un isotope stable, ces éléments sont des outils précieux en recherche biologique et en médecine. Par exemple, les radioisotopes servent surtout à des fins diagnostiques, par exemple pour localiser des tissus endommagés ou cancéreux. En médecine nucléaire, le plus utilisé de tous est le technetium 99M. M désigne l'isomère nucléaire métastable. L'iode 123 est un autre radioisotope largement utilisé. Il sert notamment à évaluer la taille et l'activité de la glande thyroïde. Et parce que la glande thyroïde a besoin d'iode, et à détecter le cancer qui touche cette glande. La tomographie par émission de positons, une technique d'imagerie présentée en gros plan, dans le gros plan du chapitre, et permet d'étudier le fonctionnement des molécules à l'intérieur du corps et à l'aide de radioisotopes. Tous les radioisotopes, quel que soit leur but de l'utilisation, endommagent les tissus vivants et perdent peu à peu leurs caractéristiques radioactives. On appelle période ou demi-vie le temps qu'il faut à un radioisotope pour perdre la moitié de son activité. Les radioisotopes ont des périodes extrêmement variables pouvant aller de quelques minutes à quelques milliers d'années. Ceux qu'on utilise à des fins diagnostiques ont évidemment des demi-vies très courtes. Par exemple, celle du technetium 99M est de 6 heures. Les particules alpha sont facilement bloquées à l'extérieur du corps, mais elles peuvent causer des dommages considérables. D'ailleurs, la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme est due à l'inhalation des particules alpha provenant de la désintégration du radon. Le radon est un gaz inodore qui se forme naturellement lors de la désintégration de l'uranium et du radium contenu dans les sols et les roches de certaines régions. Les rayons émis par les particules gamma ont le plus grand pouvoir de pénétration. On se sert du cobalt 60, du radium 226, pardon,
et de certains autres radioisotopes qui se désintègrent par émission des rayons gamma pour détruire des cellules cancéreuses localisées. Ainsi, c'est aussi le cobalt-60 que l'on utilise pour la stérilisation du matériel médical et la conservation de certains aliments. OK? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les rayonnements ionisants donc, n'endommagent pas directement les molécules organiques. Ils arrachent plutôt les électrons d'autres atomes et les lancent comme des boules de jeu de quilles qui renversent tout sur leur passage. Les dommages sont causés par l'énergie des électrons et des molécules instables. On a fini avec cette partie. J'arrête donc la vidéo et la prochaine vidéo parlera des liaisons d'atomes qui forment des molécules et des molécules différentes peuvent donner des mélanges. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis, on se voit pour la prochaine.